Alors, livret A, immobilier, assurance vie, actions, et j'en oublie. Quels sont, ma foi, les placements qui vous protègent le mieux contre l'inflation? On en parle avec vous. Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. Il faut rappeler un concept, le concept du rendement réel. C'est comme ça qu'il faut regarder. Il faut toujours déduire l'inflation. Quand on voit un livret A qui rapporte 0,5%, on se dit que si l'inflation a été l'an dernier de 0,5, au final, le rendement net, le rendement réel, il est de 0. Ce qui n'est pas un problème en soi d'ailleurs. Enfin, ça pose d'autres questions. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le rendement net. Oui, évidemment, puisque 1 euro, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'avec 100 euros aujourd'hui, vous pourrez acheter la même chose, en fait, l'équivalent d'un panier. Donc c'est ça, en fait, effectivement, la notion d'inflation, c'est qu'est-ce que l'unité de monnaie vaut. Et donc évidemment, lorsque 3% d'inflation, ça veut dire qu'avec 100 euros l'année d'avant, en fait, vous ne pourrez, ça sera un équivalent de 97 euros en termes de pouvoir d'acheter en réalité. Donc c'est vraiment, évidemment, quelque chose qu'il faut retraiter. Si vous avez 10% d'inflation et que vous avez un rendement qui serait stratosphérique aujourd'hui de 5%, mais en réalité, vous avez perdu 5% de pouvoir d'achat l'année qui suit. Exactement. Sauf que depuis plus de 20 ans, l'inflation a quasi disparu des écrans radars, en tout cas largement baissé. Voilà. Ce qui fait que les épargnants peut-être ont perdu, ont moins regardé l'impact de l'inflation sur leur placement. Évidemment, puisque... Alors, c'est toujours pareil. Pour qu'un débat aboutisse, il faut toujours être précis. Et souvent, d'ailleurs, les débats n'aboutissent pas parce qu'on n'est pas précis sur les termes qu'on emploie. Qu'est-ce qu'on entend par inflation? Donc, évidemment, en fait, vous avez raison, depuis une trentaine d'années, l'inflation a progressivement disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé de niveau d'inflation qui tournait autour de 10% à la fin des années 70, début des années 80, à moins de 2, à moins de 1 maintenant en Europe. Ouais. Ça fait la décennie 2010 est marquée par une inflation qui est plutôt proche de 1 que de 2. Et donc, ça a été continuel. Évidemment, les gens ont oublié ce qui se passait dans les années 70, c'est logique. Hein. C'est logique, puisque à l'époque, d'ailleurs, ils ne disposaient probablement pas de patrimoine. Celui qui avait, en gros, 40 ans, 50 ans ou 60 ans en 1970, faites le calcul, il n'est probablement plus là. Donc, c'est aussi logique que les gens n'aient pas, en gros, les habitudes associées à un portefeuille qui doit faire face à une inflation forte. On ne parle pas de 3%. Alors, on parle de quoi, justement? La vraie inflation, en fait, celle qui nous amènerait. Il y a un niveau théorique au-delà duquel l'inflation est vraiment nocive, tout placement confondu. On se dit là vraiment, c'est. Ah oui, l'hyperinflation. Au-delà de 5%, je vais vous donner un exemple assez précis et donc qui est d'actualité. Au-delà de 5%, ça devient très très compliqué. Et d'ailleurs, celui qui vous dit je connais en fait le placement qui va vous protéger, et probablement, enfin en tout cas, il y a un degré de charlatanisme assez important parce qu'au-delà de 5%, pour que vous compreniez, c'est comme si vous faites du vélo. Vous faites du vélo, vous êtes dans une course avec beaucoup de virages. Eh bien en fait, la notion d'inflation, ça correspond grosso modo à la vitesse à laquelle va votre économie, en termes d'évolution des prix, en termes d'érosion monétaire. Et donc, vous comprenez bien que si vous êtes à 40 km/h, vous savez à peu près prendre les virages. C'est tendu, mais vous savez les prendre. Ça, c'est l'inflation normale entre 0 et 3%. Celle qui est tout à fait soutenable. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous avez le temps de voir le virage arriver. C'est ça le sujet principal dans l'investissement, c'est quoi? C'est que je mets de l'argent tout de suite pour demain, pour l'avenir. Et donc, quand vous avez un niveau d'inflation raisonnable entre 0 et 3%, grosso modo, ça veut dire que vous avez le temps de voir les virages arriver. Donc, une entreprise sous-jacente, une entreprise en tant que telle, a le temps de faire évoluer son modèle économique pour supporter des coûts de production qui vont augmenter entre 0 et 3%, des salaires qui vont augmenter entre 0 et 3%. Donc, ça vous laisse le temps nécessaire. Vous êtes sur une dynamique positive, mais vous avez le temps. Donc, 40 km/h, c'est suffisant pour gagner la course, c'est ça la dynamique positive, mais vous avez le temps, entre guillemets, de vous ajuster à ces évolutions de prix qui sont des évolutions de prix raisonnables. Évidemment, si vous êtes en dessous de 0, là, en gros, c'est que vous prenez les virages à 10 km/h. Et attention, en vélo, si vous arrêtez de pédaler, à un moment donné, vous tombez, parce qu'il faut de la vitesse pour cela. Donc, de la même manière, il ne faut pas non plus aller trop lentement. Mais bon, en gros, le risque déflationniste aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le dernier risque, c'est quoi? C'est l'inflation, la vraie inflation, celle au-dessus de 5%. Pourquoi? Parce que vous êtes à 70 km/h alors qu'il faut prendre des virages serrés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous y arrivez, vous en faites un, vous en faites deux, vous en faites trois, mais vous n'avez aucune assurance d'arriver, entre guillemets, à garder le rythme. Et c'est ça le sujet principal. Le sujet principal d'une inflation des prix qui augmente, c'est très concret. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas un sujet de marché financier, c'est un sujet d'entreprise. Mettez-vous à la place de l'entrepreneur. Il y a une demande. Demande à la construction, en fait. Par exemple, prenons l'immobilier. C'est un vrai beau sujet actuellement parce qu'il y a vraiment de l'inflation des coûts de production à 2 chiffres en ce moment, plus de 10% en fait, par rapport au prix de l'année d'avant. Vous avez une demande, les gens veulent rénover leurs biens. Donc, vous avez des carnets de commandes qui sont pleins. Vous signez des devis.
Et vu qu'il y a de la demande, vous ne pouvez pas faire tout de suite. Et donc, vous allez acheter, en fait, en gros, vos coûts de production seront adossés, en fait, au prix des matériaux que vous allez acheter au moment où vous allez réaliser. Ouais. Donc, vous pouvez vous trouver, c'est pour ça que c'est très simple à comprendre le risque. C'est au-delà de 10% d'inflation, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas la capacité au signal de vie. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, notamment dans le monde de la construction. Les producteurs, hein, les sociétés, en fait, de BTP ou de rénovation refusent de signer les devis parce que le carnet de commandes est plein et ils ne veulent pas prendre le risque de signer un devis sur les prix actuels en sachant qu'en ce moment, le rythme d'inflation, c'est plus de 10%. Il faut comprendre en fait que le risque de l'inflation, c'est celui de l'entrepreneur. L'entrepreneur, ce n'est pas les marchés financiers. Et pour l'épargnant? Alors, OK, donc vous avez pour compris l'épargnant, en partant du principe qu'une inflation au-delà de 5% n'arrivera pas, évidemment. Après, on est peut-être, certains le disent, sur un nouveau paradigme, une nouvelle tendance d'inflation la question qui sera plus élevée que ce qu'on a connu depuis 20 ans. Voilà, la question, alors, la question, votre question est une question légitime pour se protéger d'une inflation à plus de 5%. En dessous, on s'en fout. En dessous, on s'en fout dans le sens où, grosso modo, tous les actifs se comporteront correctement parce que les obligations se maintiendront à des niveaux corrects, parce que les entreprises auront toujours la visibilité pour répondre aux engagements qu'elles ont pris. Donc, premièrement, les actions seront toujours valorisées de manière relativement élevée. C'est-à-dire le prix des actions sera cher parce qu'entre 0 et 3% d'inflation, eh bien, ça donne, je dirais, de la visibilité aux entreprises pour construire, pour implémenter leur stratégie d'entreprise. Donc là, les investisseurs seront prêts à acheter. Donc là encore, on prend bien les virages. Voilà, donc avec 3% d'inflation, 3% d'inflation, le seul actif qui va être pénalisé, ça va être les actifs sans rendement, qui ne vous rapporte rien. L'immobilier, c'est pareil, 0,3%, c'est parfait, parce que concrètement, les loyers, les revenus issus en fait, de la location seront indexés sur les salaires, 0,3%. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque de discontinuité de revenus, donc en fait, c'est le monde parfait. Mais c'est le scénario le plus probable d'avoir une inflation entre 2 et 4. Oui. Donc finalement, pour les épargnants, 1 et 3 même. Entre 1 et 3, donc pour les épargnants, il n'y a pas de placement spécialement à privilégier. Eh bien, c'est ça la réalité. Alors, si on s'installe durablement entre 2 et 4, il est évident que par contre, les actifs sans rendement, et là on pense plutôt à ce qui a bien fonctionné au cours des années passées, type métaux précieux, type or, qui c'est un actif en fait qui ne vous rapporte rien annuellement. Il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de coupon, il n'y a rien. Il n'y a pas de loyer. Donc là, évidemment, si on s'installe durablement entre 2 et 4%, ce qui n'est plus le cas depuis 30 ans, et là, évidemment, ça c'est un actif qui risque de souffrir. Donc, entre 2 et 4, entre 1 et 3, on est sur une dynamique positive qui permet aux entreprises de savoir prendre les virages et de continuer à avancer. Donc bon ça, pour les actions, bon pour l'immobilier. Et même bon pour les obligations, parce que d'une certaine manière, les coupons que les entreprises s'engagent à verser, puisqu'il y a de la visibilité, il est extrêmement probable qu'elles soient en capacité de le faire. Oui. Donc en soi, c'est un actif. De valorisation, quand on paye une obligation beaucoup moins chère et qu'elle se dévalorise puisque les taux d'intérêt remontent. Oui, mais on pourrait entre guillemets, pour le coup, vous répondre que ce que vous dites là est vrai, mais était vrai dans le passé, parce qu'en termes de valorisation, ce que vous dites, c'est que les obligations sont chères. Mais les actions sont-elles chères ou pas chères aujourd'hui? Elles sont chères aussi. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un écosystème où tout est cher. La question fondamentale, c'est est-ce qu'il y a un risque de discontinuité de revenus demain? Est-ce que ce que j'achète risque de ne pas être en capacité de me verser ce que j'attends? Donc chercher un rempart, chercher le meilleur placement comme rempart contre l'inflation si elle est entre 1 et 3 et 2 et 4. Vous pouvez avoir un portefeuille diversifié, la réalité elle est là, l'immobilier fonctionnera bien, les actions fonctionneraient bien, les obligations aussi, notamment les obligations d'entreprise. Par contre, ce qu'il faut éviter dans ce cas-là, c'est tous les actifs qui ne distribuent pas de revenus, donc métaux précieux au premier chef. Parce que monétaire sur pareil, on se dit ça rapporte du 3-4, mais si l'inflation est à 3-4, le rendement réel il est à 0. Oui, absolument. Donc monétaire, et monétaire c'est pareil, ça ne vous rapporte rien, ou quasi rien. Les taux directeurs en fait ne seront pas, en plus il faut faire attention, parce que le monétaire ça reparte les taux directeurs et ça ne vous rapportera pas. Les taux directeurs ne vont pas remonter à 2 ou 3% ou 4%, en fait c'est pas demain la veille qu'on risque de le voir. Donc vous voyez, tous les actifs qui sont du type équivalent monétaire, donc sans rendement réel, là en l'occurrence serait pénalisé. Donc, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on va vraiment s'installer à 3 plutôt que 1? Évidemment, à 1%, voilà, les métaux précieux ne souffriront pas. Si on s'installe durablement à 3, ce qui n'est pas notre scénario central, mais bon, peu importe, là en l'occurrence, il faudra éviter ce type d'actifs. Donc avoir un portefeuille diversifié, assez sélectif. Avec une inflation à 3 ou peut-être un petit peu plus. Alors on va quand même... L'immobilier, est-ce que l'immobilier ne trinque pas pour le coup parce que il y aura moins de ménages solvables, parce qu'on sait bien que si on regarde l'évolution des prix de l'immobilier sur 20 ou 30 ans avec l'évolution des taux, on a une courbe qui est vraiment hyper symétrique pour le coup. Mais parce que vous corrélez en fait le niveau de... Alors,
vous corrélez en fait le niveau des prix d'acquisition. Non, mais le prix d'acquisition. Non, c'est des sujets hyper intéressants, mais en fait complexes. Et donc évidemment, en quelques minutes, c'est compliqué de rentrer suffisamment dans le détail. Donc pour moi, il faut que je choisisse les arguments que je vais déployer. Alors, 2 sujets sur l'immobilier. L'immobilier d'investissement aujourd'hui. Vous parlez en fait du prix de vente, donc valorisation de l'immobilier, c'est le prix de l'immobilier. Alors effectivement, vous avez raison, les raisons principales de la très bonne tenue des prix de l'immobilier, c'est pas l'inflation, c'est la baisse des taux. On ne peut pas dire que ça a bénéficié au marché immobilier quand ça baisse et dire que ça ne va pas pénaliser. Exactement, quand les taux donc en remontent, termes de prix, évidemment, si les taux montent, automatiquement, vous savez ce qui fait le prix de l'immobilier. Une envie, évidemment, comme tout acte de consommation classique, plus une question à un seul interlocuteur qui s'appelle son banquier, je peux avoir combien ? Dans des niveaux de revenus qui sont relativement stables, effectivement, si les taux remontent, le banquier vous répondra un peu moins que par le passé. Donc il y aurait un ajustement de prix. Est-ce que ça serait négatif pour le marché de l'immobilier ? Surtout au regard de votre question, la réponse n'est pas du tout. Enfin, ça ne serait pas du tout un problème, puisque d'une certaine manière, ça augmenterait le rendement de l'immobilier. C'est-à-dire que le niveau de loyer resterait stable, parce que les revenus sont les mêmes, et on est sur une dynamique économique plutôt favorable dans ces cas-là, avec un prix qui baissera. Donc d'une certaine manière, évidemment, ceux qui auront racheté en dernier, ceux qui auront racheté en dernier avec des niveaux de taux, effectivement, seront pénalisés en termes de valorisation. Mais pourquoi vous achetez de l'immobilier ? Vous l'achetez pour faire une culbute, pour la valorisation ou pour le rendement et la rente ? Il ne faut jamais arriver en dernier en général. Voilà, donc c'est un peu le sujet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense, c'est quand même un élément important parce qu'aujourd'hui, répondre à l'allocation d'actifs, au comportement des actifs, si jamais on tombait dans un monde qu'on ne connaît pas, qui est celui du plus 5% d'inflation et au-delà. Je pense que ce n'est pas un scénario. Alors, ce qui n'est pas un scénario à court terme évidemment, c'est-à-dire que la dynamique économique ne permettra pas en fait de nous amener là. Mais attention, il y a 2 choses qui font l'inflation. Il y a l'inflation liée à l'économie réelle et il y a l'inflation liée à l'érosion monétaire, à la valeur que les gens sont prêts à accorder à l'unité de monnaie. Nous vivons dans un monde dans lequel les politiques monétaires sont exotiques, sont inédites dans l'histoire. On ne l'a jamais fait. Exotique. Très généreuse. Voilà, plus que généreuse. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, on imprime directement des billets pour subventionner en réalité les dépenses des États qui se retrouvent du coup dans les dépenses privées. Donc évidemment, le risque, et vous le savez à terme, c'est de tomber dans une forme d'hyperinflation non associée à une dynamique économique très favorable, mais à une érosion monétaire. Et donc là, l'érosion monétaire qui fait que les gens ont moins confiance dans la valeur de la monnaie parce que la gestion de la politique monétaire est considérée comme... le rapport avec nous, c'est quoi ? C'est un rapport aux actifs. Donc dans ces cas-là, on pourrait à terme tomber dans un scénario en fait au-delà de 5% d'inflation. Et donc là, pour lequel il faudrait se repencher sur nos années 70. Et quels sont les actifs qui résistent à une inflation qui augmente très fort ? Eh bien, il n'y en a qu'un seul, c'est le producteur. C'est l'économie réelle. Donc le seul acteur, les entreprises. Donc, et pas les entreprises dans leur ensemble. C'est la seule réponse à cela. Il faut que les gens se préparent, entre guillemets, même si ce n'est pas le plus certain. Les entreprises qui sont en capacité, on finit là-dessus, ce qui est de répercuter l'augmentation des coûts de production. Exactement. La capacité de faire passer dans les prix l'augmentation des coûts. La seule réponse, ce n'est pas un actif plus qu'un autre, c'est trouver le producteur qui saura répercuter l'environnement hyperinflationniste associé aux coûts de production dans leur prix de vente. Donc, la seule réponse, c'est la sélection et la sélectivité. C'est hyper important parce que ça fait 10 ans qu'on nous dit que la gestion de demain, c'est la gestion passive. J'achète global. La réalité, c'est que plus le temps va passer, plus la génération de performance sera identifiée, le bon du mauvais, celui qui sait réagir à un changement d'environnement majeur. Et donc, à court terme, pas de risque associé, pas de préférence, sauf pour éventuellement les actifs sans revenus. À plus long terme, si jamais on tombait là-dedans, attention, là pour le coup, il faudra s'adosser à des gens qui savent faire la différence entre le bon grain de livret. Exactement, voilà, c'est très clair. Explication, merci beaucoup. Conseil signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. David. Salut.